Donc la CARSAT donc, se situe au sein de la branche AT-MP de la sécurité sociale. Donc effectivement, elle s'occupe des entreprises du régime général, donc les entreprises privées effectivement hors MSA. Et donc c'est une des branches, donc la branche AT-MP qui s'occupe d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Et notamment, c'est la branche qui est paritaire puisque les partenaires sociaux dirigent cette branche de façon tout à fait paritaire, de telle façon et dans nos modes d'intervention ça se retrouve, de telle façon à avoir des interventions en accord avec les dirigeants et les salariés. Juste pour peut-être préciser, Maurice, la notion que vous avez parlé de MSA, la sécurité sociale, c'est deux grandes branches, une branche régime général et une branche régime agricole. Ça s'est passé. Et d'autres, effectivement, et éventuellement d'autres régimes. Et c'est pour ça que là, on va globaliser sur les entreprises du secteur privé. Et après, effectivement, il y a d'autres régimes, qui soient publics ou effectivement. Oui, il n'y a pas qu'une seule sécurité sociale, en fait. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc pour donner effectivement cette branche, en fait c'est l'assureur, hein, c'est un assureur donc une mission de service public mais qui est un assureur privé, donc qui a trois missions, donc effectivement de prévenir les risques au travail, donc ça c'est ma partie dont je m'occupe, et puis également sur fixer les taux, fixer les taux des entreprises, puisque en tant qu'assureur il y a une cotisation que paye chaque entreprise du régime général. Et puis enfin, donc réparer, donc indemniser, c'est-à-dire à la fois au niveau des victimes et pour les entreprises, mais essentiellement pour les victimes, réparer les conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Ensuite, donc, cette mission, elle va s'exercer au sein des CARSAT, donc j'y reviendrai puisque c'est là où donc on a bien les deux missions, prévention et tarification, et la partie réparation, c'est mutualisé avec la partie maladie au sein des caisses primaires d'assurance maladie. Et donc, ces deux éléments sont en relation avec les salariés et les employeurs. La CARSAT, donc, en fait, il y a trois missions au sein de la CARSAT. Celle qui est la plus connue, c'est la retraite, puisque la CARSAT, ça signifie Caisse d'assurance retraite et de santé au travail. Et donc, la mission principale de la CARSAT, c'est préparer et payer la retraite par répartition, ce dont nous aurons tous besoin un jour, en tout cas les salariés du régime général. On va en parler après la réunion. Et puis également accompagner les assurés fragilisés par un problème de santé. Et enfin, donc, ce que je vous disais, donc les missions de la branche des risques professionnels, notamment prévenir les risques professionnels et assurer donc la santé et la sécurité au travail au sein du régime général. Pour fixer les idées, donc en Pays de la Loire, puisque nous y sommes, donc nous assurons 1 million de salariés et 100 000 établissements, puisque nous sommes encore une fois l'assureur à la fois des établissements et des salariés. Ensuite, donc, on a effectivement un assureur qui a des particularités propres, puisque notre première mission, c'est la prévention des risques. Et puis, donc, nous assurons toutes les entreprises du régime général, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas choisir nos assurés, contrairement à d'autres assureurs qui peuvent effectivement exclure les assurés les plus sinistrés. Et donc, toutes les entreprises, tous les salariés sont assurés, y compris si l'entreprise disparaît, ce qui est important. Et également, bien sûr, toutes les entreprises doivent une cotisation, puisque c'est la contrepartie, effectivement, de cette assurance. Et enfin, il y a une solidarité qui s'applique, alors à la fois entre salariés et entreprises, parce que justement aussi, du point de vue de l'entreprise, pour éviter que l'entreprise, notamment les plus petites, disparaissent en cas de sinistre grave, justement, il y a aussi cette solidarité entre entreprises qui joue et qui permet d'éviter qu'un sinistre grave puisse effectivement amener une petite entreprise à disparaître. Voilà. Et donc, je vais vous parler d'argent, puisque effectivement, pour fixer les idées, et ce que effectivement peuvent coûter donc la santé et la sécurité au travail. Alors, on va faire deux exemples, puisque l'organisation du travail dont on a parlé, on va retrouver effectivement un certain nombre de sites. Donc, alors, auparavant, en Pays de la Loire, donc c'est bien 1 million de salariés, 100 000 établissements que nous assurons. Et donc, on va pouvoir voir les conséquences au travers de risques, donc parmi d'autres, mais deux risques qui sont vraiment liés à l'organisation du travail, que sont donc le risque
psychosocial. Ah oui, alors, il y a un certain nombre de statistiques. Donc, effectivement, Pays de la Loire, l'ordre de grandeur, c'est 70 000 accidents par an, 6 000 maladies professionnelles. Donc, on voit que ce sont des volumes très importants. Hein. On parle de 200 par jour et de 16 par jour en ce qui concerne les maladies professionnelles, de 50 décès par an avec les drames humains que ça implique, y compris pour l'employeur. Et ce que ça représente aussi en termes de journées perdues, hein, puisque c'est rien qu'en Pays de la Loire, c'est 2 millions de journées perdues, donc 9 000 équivalents temps plein et 600 millions d'euros de cotisation. Donc, pour fixer le coût général de la santé et de la sécurité au travail en Pays de la Loire, et de ces coûts généraux, effectivement, je vous ai extrait les conséquences sur 2 risques, donc à la fois les conséquences sur les risques psychosociaux, dont on parle effectivement un peu plus en ce moment parce qu'on sait qu'il va y avoir des conséquences. Donc là, je parle uniquement de la partie professionnelle, que ce soit donc au niveau des accidents du travail, puisqu'on reconnaît en France 10 000 accidents par an liés aux risques psychosociaux et 1000 affections en maladie professionnelle. Et ça évolue, donc les derniers chiffres datent de 2018, et pour fixer les idées, en Pays de la Loire, l'ordre de grandeur, c'est 15 millions d'euros de coûts directs. Donc là, c'est uniquement les coûts liés aux arrêts, aux soins, etc. Je ne parle pas des coûts de remplacement, tous les coûts indirects qui vont pouvoir venir se greffer pour l'entreprise. Ce qu'on entend par coût direct, c'est la tarification que vous prononcez au niveau de l'entreprise. Voilà, et donc qui va reprendre effectivement essentiellement les soins et puis les indemnisations journalières pour l'absence de la personne, pour effectivement payer son salaire. Mais effectivement, dans ce coût ne va pas être intégré le salaire de la personne qui va le remplacer, ni toutes les conséquences autour, perte de production, de qualité, etc., qui peuvent s'engendrer. Et souvent, le chiffre a 2 fois le coût direct pour fixer au minimum. Et Boris, 23% de plus qu'en 2017 ? En 2018, oui, effectivement, il y a eu 23% de maladies professionnelles de plus qu'en 2017. Effectivement, on voit qu'il y a une très forte augmentation sur les dernières années. Il y a aussi la reconnaissance de maladies comme le dos ou des choses comme ça. C'est quel genre de maladies professionnelles, alors uniquement risques psychosociaux. Oui, là, je suis vraiment dans le champ. Attention, hein. Oui. Alors effectivement, Qu'est-ce qu'on attaque comme maladie professionnelle au sein des risques psychosociaux? Alors, ça va être en fait des maladies qui vont être liées à des symptômes tels que la dépression. Ça, c'est Le essentiellement. burn-out en fait partie peut-être? Oui. Pardon? Le burn-out en fait partie, ce qui Alors, oui, alors, mais par contre, effectivement, le burn-out, effectivement, on va le retrouver sous forme de dépression et de syndrome post-traumatique. Donc, ce sont des catégories professionnelles en fait, qui amènent effectivement donc des commissions spécialisées qui s'appellent les commissions de reconnaissance des maladies professionnelles à reconnaître donc l'aspect professionnel de ces maladies pour certains salariés. Donc, il y a un certain nombre de conditions, puisque ce sont des médecins qui reconnaissent ces troubles, et effectivement, qui doivent aussi être liés au travail pour être reconnus. Voilà. Et et encore une fois, toutes les demandes ne sont pas reconnues, c'est-à-dire que la preuve doit être faite du lien essentiel avec le travail. Les troubles musculo-squelettiques également, hein, donc effectivement on retrouve dans un certain nombre de secteurs liés à l'organisation de travail, hein, donc sont des coûts effectivement extrêmement importants, puisque ce sont 30% des arrêts de travail qui sont causés par un trouble musculo-squelettique, des problèmes d'articulation qu'on va retrouver au poignet, au coude et à l'épaule essentiellement. La durée d'arrêt, c'est une durée longue, hein, pour un accident de travail lié au dos, c'est 2 mois en moyenne, ce qui est très long avec des conséquences pour le salarié et l'employeur. Donc en termes de coûts, hein, pour les Pays de la Loire, rien que pour les Pays de la Loire, c'est 100 millions d'euros de coûts directs, là, encore une fois, uniquement les coûts directs, et 1 million de journées de travail perdues liées aux troubles musculo-squelettiques et au mal de dos. Donc effectivement, on voit qu'il y a des enjeux colossaux de santé au travail, effectivement, à travers des coûts directs qui, encore une fois, ne représentent pas l'ensemble des coûts qui peuvent être engendrés par ces soucis de santé au travail. Quelle est la tendance à l'heure actuelle au niveau aujourd'hui sur la progression des troubles musculo-squelettiques? Troubles musculo-squelettiques, on est plutôt sur une tendance à la stabilisation. Oui.
parce qu'il y a un certain nombre, alors notamment la CARSAT a un programme phare qui s'appelle TMS Pro, enfin, toutes les CARSAT, et justement vis-à-vis des entreprises les plus sinistrées liées au TMS, parce qu'il y a de l'accompagnement, parce qu'effectivement il y a des solutions à mettre en œuvre, et donc on arrive maintenant à une certaine stabilisation, à la différence, on l'a vu tout à l'heure, des RPS, où là on a plus l'impression, mais c'est encore très récent, d'une augmentation effectivement des déclarations. Et ensuite, effectivement, on voit que de plus en plus de secteurs professionnels prennent en compte les troubles musculo-squelettiques, ce qui était encore, je dirais, des problèmes qui étaient difficiles à traiter par les dirigeants il y a une dizaine d'années parce qu'on ne savait pas par quel bout le prendre. Aujourd'hui, il y a des consultants, il y a des CARSAT ou l'ARACT qui peuvent éventuellement accompagner des entreprises. Il y a des méthodologies pour justement aborder ces situations de travail et notamment, effectivement, là j'étais très sensible à l'argument, avec les salariés qui sont sur le poste. Et ça, c'est vraiment effectivement, bien sûr, il y a les flux également à réguler, ça c'était, enfin, je dirais, c'est évident, mais par contre, effectivement, prendre en compte l'avis du salarié sur le poste, que les salariés, effectivement, puissent avoir des marges de manœuvre pour récupérer tous les petits aléas, parce que c'est ça aussi l'enjeu, c'est qu'à un moment donné, ce qui pose problème, c'est tous les petits aléas que chaque salarié est amené à récupérer, et à un moment donné, il y a besoin d'avoir cette marge de manœuvre pour effectivement ne pas le faire au détriment de sa santé parce que on va être sous une forme de tension trop importante. Je voulais juste rajouter qu'il y a la dimension de tout ce que Boris vient de nous parler. Il y a aussi un élément, c'est que pour les DMS, c'est pris en compte aussi par les fabricants et les marchands de matériel, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Et là, on a de plus en plus d'écoute aussi quand on crée des nouvelles machines ou en tout cas des postes de travail. Je reviens toujours sur l'exemple des chaînes, où on a des chaînes qui maintenant sont adaptables en hauteur, qui changent aussi beaucoup la vie des salariés par rapport à des investissements assez uniformes que l'on avait fait sur du matériel qui était mis en place, et après c'était l'homme qui s'adaptait, enfin l'humain qui s'adaptait à l'appareillage, et on a une tendance inverse qui est en train de se mettre en place. Donc ça contribue aussi, c'est un mouvement de fond, effectivement. Et je te rejoins, Christophe, c'est que non seulement les fournisseurs, mais également nous, quand on a des projets, des nouveaux projets, on intègre d'entrée la démarche de son travail, aménagement de poste, d'entrée, ce qu'on ne faisait pas autrefois. Autrefois, on achetait une machine, elle arrivait, et puis généralement, comme tu dis, on construisait tout autour. Voilà, les salariés s'adaptaient ou ne s'adaptaient pas, mais c'était comme ça. Les strates pour petits, pour accéder à la... Alors que maintenant, quand on fait un investissement significatif, on le fait avec un groupe de travail qui amène l'animateur sécurité, généralement, un membre ou deux du CCCT. Voilà, c'est un travail d'équipe. Alors, on ne règle pas forcément tout, mais déjà, on a fait une approche. Et après, c'est beaucoup plus facile, quand on a fait cette approche-là, de faire les affinages qu'il faut au niveau de l'usine. Et c'est cette démarche, et maintenant, elle est dans les mœurs. Hein, oui, ça, comme tu dis, Serge, ne pas impliquer aujourd'hui les personnes dans l'acquisition d'une nouvelle machine, c'est une erreur de direction. Ah, complètement. C'est une faute de management. Voilà. Nous, on fait des postes de déballage, on a beaucoup de manutention de bac, etc. Le dernier, on fait des îlots. Le dernier îlot a été fait avec les salariés, enfin, les gens du poste, les gens qui travaillent dessus. Impliquer les salariés dans les projets de changement d'entreprise. Et c'est valorisant pour eux, c'est valorisant aussi pour l'entreprise. Si on achète des machines, c'est un coût d'investissement. S'il est rejeté par les salariés, on a tout faux. C'est perdu. Mais impliquer les salariés, c'est ça la QVT. Que les salariés rejettent. Ah, bien sûr. Les salariés beaucoup plus. Les salariés n'aiment pas trop le changement. Il faut le changement. C'est logique, je pense que c'est humain, mais ça revient à ce que tu disais sur les pauses tout à l'heure. Nous, au début, on a forcé les gens à changer de poste toutes les heures, rotation toutes les heures, ne serait-ce que passer de droite-gauche, etc. Au début, très compliqué. Maintenant, ce sont eux qui font eux-mêmes la police entre eux. Je te remplace, ça fait une heure que tu es là. Et donc ça, quand on fait ça, déjà, c'est qu'on a gagné quelque chose. Mais être réfractaire au changement, ça existe depuis la nuit des temps, mais ce n'est pas toujours ce que l'on croit que ce sont les anciens qui sont réfractaires au changement. C'est pas vrai. Hein. Vous pouvez avoir dans des conditions spécifiques. Nous, on avait un exemple. Pour prendre nos containers, j'avais investi dans un spreader. Un spreader, c'est une espèce de grande grue là, qui prend le container par-dessus. Et ben, c'était les jeunes, hein, je dirais la jeune génération, ils étaient contre. Pourquoi on était faire cet investissement? Ça ne sert à rien. On avait un chariot élévateur, on pouvait le prendre par le passage de fourche. Mais en termes de sécurité, aujourd'hui, on se déplace partout dans l'enceinte de l'usine avec ce spreader. 3 mois après, j'entendais plus parler. Hein. Mais
c'était pas les anciens qui étaient réfractaires. Là, c'était les jeunes. Est-ce D'où la que- pyramide des âges qui est très importante, peut-être on en parlera plus tard. Est-ce que dans ce projet, justement, les salariés jeunes comme en plus anciens avaient été impliqués dans l'investissement de cette machine? Non, et là, ils étaient, si tu veux, ils étaient assez réfractaires parce qu'ils disent c'est pas possible, on voit ça que sur les ports de commerce, au Havre, Marseille et autres. Nous, dans notre enceinte d'usine, où on déplace 300, 400 conteneurs par an, on avait 2 chariots élévateurs qui font 8 tonnes, qui le portent très très bien. Et avec un chariot élévateur, vous ne voyez absolument rien quand vous prenez le conteneur, tandis qu'avec un spreader, vous le prenez par-dessus, ça se verrouille, c'est en sécurité. Charger les camions, là c'était un progrès énorme. C'était en plus un spreader qui venait de Guyane, donc on a eu pendant un an, on a eu quelques problèmes parce qu'il était arrêté sous les tropiques. Un engin qui est arrêté pendant un an sous les tropiques, je vous dis pas, la mayonnaise dans les circuits d'huile, dans le moteur. Mais aujourd'hui, c'est complètement indispensable. On ne pourrait pas faire la croissance d'oxymontage sans cet outil-là. Tout à fait. Et en toute sécurité. Et Jean, toi, tu vois bien, tu vois. Et pour prolonger ce que je dis, il y a un élément aussi auquel moi je crois beaucoup, c'est le croisement de métiers. C'est-à-dire que d'aller chercher des solutions dans d'autres métiers, parce que tu parlais des ports, Oui. moi je me souviens d'un sujet aussi sur du déplacement de véhicules routiers à l'intérieur d'une entreprise. C'est en allant sur un cargo que j'ai vu le chargement des cargos avec un tracteur de cours et que j'ai vu des choses extraordinaires. Et ça nous a changé la vie, parce qu'on a défluidifié l'ensemble de l'usine, et donc on n'avait plus de stockage, on n'avait plus d'attente, on n'avait plus... Et c'était royal. Et le fait d'aller voir d'autres métiers, j'ai eu la chance de travailler avec les systèmes méthodes de Citroën qui mettaient à disposition ces ingénieurs méthodes pour les PME, c'était extraordinaire. Les équipes autonomes de production sur des lignes de fabrication automobile, on l'a transposé dans l'agro. Et puis parce qu'en fait, on apprend aussi de l'expérience des autres. Et il y a des secteurs qui étaient plus en avance que nous, notamment l'agroalimentaire, sur ces éléments-là. Et le fait de croiser les métiers, on a toujours quelque chose à en retirer. C'est pour ça que nous, dans nos fonctions, il faut qu'on aille visiter d'autres métiers, il faut qu'on aille voir d'autres choses et qu'on embête après les gens pour leur expliquer que ouais, ça c'est bien et on pourrait l'adapter à